les formations proposées par Cinémagis. Je m'en tiens aux parcours qui sont financés. Je vais y venir par quel biais. Donc, vous avez un premier parcours qui est un parcours de découverte, qui est donc plutôt adressé à des personnes qui pensent qu'elles peuvent être intéressées par les métiers du cinéma, mais qui ont à peu près encore pas trop d'idées de ce qu'ils voudraient faire. Et donc, on prend un temps, donc en suivi, donc à l'école de Bordeaux pendant 6-8 mois, donc d'octobre à juin, ça fait 8 mois, où on fait des films pendant toute cette période et où on apprend à faire des scénarios, on apprend ce qu'est la mise en scène, on apprend la prise de vue, le montage, tout ce dont je vous ai parlé précédemment, pour justement construire un projet professionnel en se disant, à l'issue de ce parcours, bah moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est ça. Donc, soit c'est pour aller s'y former, soit c'est pour essayer de s'intégrer directement dans le monde du travail. Donc, ce parcours découverte, donc il est financé dans le cadre de l'Europe, du FSE+. Donc, ce qui veut dire que il est financé, c'est-à-dire qu'il coûte rien aux participants. Par contre, il nécessite de venir tous les jours à Bordeaux à raison de à peu près 30 heures par semaine. Je vais juste vous montrer un peu plus précisément la plaquette liée à ce parcours découverte, sachant que là aussi, on pourra bien évidemment vous le... Je te l'ai mis dans le chat si tu veux, Marianne. Ouais, mais attends, je suis en train de l'ouvrir là. Hop, toc. Par contre, je vais faire un essai. Eh oui, c'est ce qui me semblait, vu que je suis en plein écran, je peux pas partager là. Je peux le partager, moi, à la rigueur. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Après, je sais pas si ça se voit en assez grand sur place quand c'est toi qui partages. Ça fait pareil, il faut juste que vous départagiez pour que on puisse prendre la main. Tic. Pardon. Voilà. Donc, ce parcours découverte, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par contre, vous voyez pas ma souris parce que moi je déplace sur l'écran, mais ça vous fait une belle jambe. Donc du coup, donc en durée, c'est pas de septembre, hein, on rentre en octobre, le 13 octobre exactement. Il y a environ 30 places, mais ça sera probablement moins. C'est un parcours qui va avoir lieu cette année et l'année prochaine. Donc, si tu veux bien passer à la page suivante. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de prendre le temps en touchant à tous les secteurs pendant ce temps de découverte, faire aussi bien du son, comme je vous le disais tout à l'heure, d'explorer et de comprendre et du coup d'avoir ce temps tout en faisant vraiment, d'avoir le temps de se dire ah c'est ça qui me plaît ou souvent, une écrasante majorité de gens qui nous disent ah ben moi je veux réaliser, je veux faire du scénario. J'ai une question. Ouais. Avoir entre 18 et 25 ans. Ah ouais, ça coince ça. Ouais, oui, mais ce parcours-là, c'est des jeunes. C'est le cœur de cible, mais s'il y a des personnes plus âgées qui souhaitent le faire, faut pas hésiter quand même à candidater. Pardon? Vous pouvez quand même candidater si on a plus de 25 ans. Oui. Excusez-moi, D'accord. Oui, bien sûr. On va dire que le cœur du financement de l'Europe, il est plutôt sur des cibles plus jeunes, puisque là l'idée de l'accompagnement de l'Europe, c'est de permettre à des jeunes qui parfois se cherchent un peu de suivre quelque chose qui leur coûte pas un bras pour avoir le temps de choisir. Mais pour les gens qui sont en reconversion, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi donc candidater sous la forme qui est la suivante, c'est-à-dire un CV et une lettre de motivation à l'adresse qui s'appelle recrutement@cinemagis.fr. Vous nous envoyez le CV, la lettre de motivation et vous avez un entretien avec le directeur de l'école, Monsieur Pougeot. Et puis si ça le fait pour tout le monde, on vous intègre. Ouais.
On peut intégrer aussi en cours de route s'il y a des choses que vous savez déjà faire. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un financement public, de toute façon, il y a toujours des critères d'entrée qui sont plus ou moins négociables en fonction du critère. Ça, c'est une contrainte et en même temps, c'est une fois que cette barre est passée, ça assure le financement aussi. Donc la question de France Travail tout à l'heure se pose pas. Si on passe les sélections, le financement, là en l'occurrence pour celle-ci, il vient de l'Europe. Je ne me trompe pas. Oui, elle vient de l'Europe. Et par contre, une fois là, ce que je vous disais sur CV lettre de motivation, ça c'est la partie qui est avec nous. Et si ça le fait et que vous souhaitez rentrer et que nous, on pense que votre candidature est compatible. Par contre, il faudra ensuite faire la démarche auprès de France Travail pour qu'ils vous fournissent ce qu'on appelle une fiche de prescription. Parce que nous, ça fait partie des papiers que nous demande l'Europe pour intégrer ces formations. Voilà. Et ce qui coince souvent avec France Travail, en tout cas, j'ai entendu votre remarque de tout à l'heure, souvent c'est la question du financement qui va derrière, surtout que là en ce moment les enveloppes de financement de formation sont extrêmement réduites, ce qui fait qu'il y a quasi plus aucune formation qui passe. Là en l'occurrence, ce sont des programmes qui sont dont l'enveloppe est déjà réservée. Oui, donc pourtant c'est passer les sélections et après quand vous demandez à France Travail, normalement ça bloque pas. Enfin en tout cas ça bloque pas autant que si vous allez en disant je veux me faire financer telle formation comme ça ça coûte tant, trouvez-moi l'enveloppe. Comme c'est la région qui paye cette enveloppe-là, est-ce que vous êtes rémunéré par vos droits de travail ou par la région? La question. Alors, pas ce programme-là. Ce programme-là, il est financé directement par l'Europe. Donc, dans ce cadre-là, ce parcours-là n'amène pas de rémunération pour le stagiaire. Par contre, quand c'est un demandeur d'emploi inscrit à France Travail, et ça va dépendre de chaque situation individuelle, et ça, moi, je sais pas y répondre. C'est vraiment à chacun de retourner voir son conseiller France Travail pour étudier sa situation individuelle. Mais ça peut faire l'objet de prolongation d'indemnisation. D'accord. Normalement, c'est soit l'indemnisation court tout le long de la formation et ça c'est la règle plus ou moins générale. Normalement, l'indemnisation court tout le long et dans ce cas-là, ça pose pas problème tant qu'ils vous ont dit OK, on y va. Soit votre indemnisation s'arrête, je sais pas moi, en janvier, et ça s'arrête en juin. À partir du moment où ils acceptent la prescription, normalement, vous avez les ARE sont prolongés jusqu'à la fin de la formation. Ça, c'est vraiment des situations qui sont étudiées individuellement pour être sûr de ce que ça implique ou pas, puisque c'est vrai que d'une personne à l'autre, selon où vous en êtes dans vos droits et autres, la réponse est vraiment très individualisée. Donc, et pour les personnes qui regarderont la vidéo après coup, et même pour ceux qui seront là si vous allez chercher, en description de la vidéo, je mettrai une petite fiche avec il y a un récapitulatif, il y a une fiche qui est faite justement par la région pour dire en fonction de votre cas, si vous êtes là, hop, voilà ce qui se passe, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, hop, voilà ce qui se passe, et ainsi de suite. Normalement, ça s'enchaîne. Mais bon, il n'y a pas de frais de scolarité à part se déplacer en formation. C'est ça, puisque dans le cadre du financement par l'Europe, les frais pédagogiques sont pris en charge dans le cadre du financement de l'Europe. Donc, pour la personne qui vient suivre la formation, ça lui coûte 0 € si ce n'est que d'être assidu, présent tous les jours à Bordeaux. Voilà. Du lundi au vendredi, il n'y a pas de jour où c'est derrière son écran, je pose la question. Écoutez, a priori non, c'est vraiment du présentiel. Ça nous est déjà arrivé sur d'autres dispositifs, notamment sur des personnes en situation de handicap qu'on accueille avec plaisir, évidemment dans la mesure de la compatibilité du handicap avec la formation, mais c'est déjà arrivé qu'on accepte temporairement ou ponctuellement sur certains modules que la personne suive de chez elle. Voilà. D'accord. Quand il y a des mouvements sociaux, par exemple. Ok. Comme aujourd'hui, par exemple. Et une dernière question, excusez-moi. Il y a cette formation, parce que ça, c'est un parcours pour découvrir un peu tous les métiers qu'il existe dans ce domaine. Est-ce que vous avez un diplôme ou juste une certification comme quoi vous avez fait cette formation? Parce que, voilà, il y a plusieurs publics. Il y a un public qui va vouloir découvrir et un public qui va peut-être vouloir être formé pour directement avoir trouvé un emploi.
Alors, ce programme-là, il est vraiment pas il n'y a pas de certification. Il y a une attestation à la fin avec un certain nombre de compétences qui auront évidemment été validées, mais il n'est pas certifiant. Il n'y a pas de diplôme. C'est pas l'objet du tout de ce parcours. C'est vraiment un parcours de découverte qui permet quand même aux gens qui le suivent d'apprendre à faire des choses, mais il n'est pas qualifiant. Ça n'empêche pas d'aller chercher du boulot après. Pour les gens, par exemple, qui sont en reconversion, il n'y a pas toujours une nécessité de qualification derrière. Mais en tout cas, ce programme-là est bien un parcours découverte. Donc, il n'y a pas de certification liée à ce parcours. D'accord. Est-ce qu'on peut se former directement sans passer par ce parcours ? C'est-à-dire ? J'ai choisi, moi. Ah dites-moi alors. Par exemple, assistant réel. Allez, alors on y vient. On passe donc là, on résume. On est sur un parcours financé dans le cadre de l'Europe, dont les frais sont pris en charge donc dans le cadre de ce financement, qui n'entraîne pas de rémunération de la région et qui n'a pas vocation à être certifiant. Ça, c'était donc le parcours découverte en 800 heures. On va donc passer aux formations qualifiantes qui sont inscrites au programme régional de formation. On en a 3. Roulement de tambour, Émilien, si tu veux bien m'afficher du coup la petite plaquette qui concerne les formations qualifiantes. Donc sur 3 métiers, assistant réalisateur cinéma, assistant caméra et monteur audiovisuel. Ouais. Voilà, donc je veux les reprendre, s'il vous plaît, vous êtes allé un petit peu vite, je vois que essayez de noter en face. Donc les 3 à la suite, on reprend les 3 intitulés, s'il vous plaît. Alors, monteur audiovisuel, sur le métier évidemment de la post-production, le métier d'assistant caméra cinéma sur la partie prise de vue, et le métier d'assistant réalisateur cinéma pour tout ce qui va tourner autour de la mise en scène et du scénario. Ok, merci. Normalement, avec la petite présentation des métiers que je vous ai fait avant, ça doit vous paraître moins bizarre. Voilà, donc là, on est sur un programme qui est donc entièrement financé, pour le coup, directement par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est des formations qui sont proposées suite à une réponse à un appel d'offres de notre part. C'est donc un marché public. Et dans le cadre de ce marché public, le recrutement correspond à des choses bien précises. Je vais d'abord vous parler du contenu des formations, puis ensuite on parlera recrutement. Donc, pour ce qui est des formations, donc, si, Émilien, tu peux zoomer un petit peu sur la partie de gauche concernant les certifications. Donc, on est à chaque fois sur un titre RNCP de niveau 5 qui correspond à un bac+2, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un BTS. Donc, ces titres, vous avez le titre de monteur audiovisuel, le titre d'assistant caméra cinéma et le titre d'assistant réalisateur cinéma. Quand on postule à l'un de ces parcours, on est formé au métier qu'on a choisi. Il n'y a pas de passerelle les unes après les autres, à la différence de ce qu'on va expérimenter dans le parcours découverte. Si ce qui vous intéresse, c'est le parcours d'assistant réalisateur cinéma, les environ 1000 heures entre le centre et les stages sont dédiés uniquement au métier d'assistant réalisateur. Idem pour assistant caméra, idem sur monteur audiovisuel. Il n'y a pas de passerelle de l'un à l'autre en cours de formation. On est vraiment sur là, on acquiert les compétences d'un métier. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là ? Comme c'est un niveau bac+2, excuse-moi, il faut déjà avoir un bac. Non, parce que comme ce sont des titres RNCP, il faut avoir un niveau bac.
Okay. C'est pas, on est vraiment sur des formations qualifiantes professionnelles qui ont donc comme caractéristique de pas être forcément collées au cursus éducation nationale ou enseignement supérieur fac. On est vraiment sur des titres RNCP qui viennent valider des compétences. Donc, il faut avoir un niveau bac, c'est-à-dire qu'en termes de compétences d'écriture, de connaissances générales, on est sur un niveau bac, mais vous n'avez pas la nécessité de présenter un bac. Une capacité à faire un diplôme. Ouais. Madame. Voilà. S'agissant des 169 heures en entreprise, est-ce que vous avez comment ça s'appelle? Un carnet d'adresse. Un carnet d'adresse, ouais. Oui, alors, sur les stages, on a évidemment, on a tout un volet d'accompagnement. Alors, c'est un petit peu cavalier, mais si vous regardez dans les colonnes, il y a un petit truc qui s'appelle TRE à la fin, c'est technique de recherche d'emploi. C'est-à-dire que dans le parcours, on a tout un temps dédié à faire un CV, faire une lettre de motivation, apprendre à comment on peut être recruté dans ce secteur, puisque c'est assez particulier, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'offre France Travail, il n'y a pas d'endroit où on peut trouver un boulot d'assistant réalisateur, par exemple, ça n'existe pas. Donc nous, dans le cadre de la formation, et dès la première semaine, on travaille sur ces techniques de recherche d'emploi, et évidemment pour les recherches de stage. Je suis par contre très claire sur le principe, j'ai pas de baguette magique. C'est-à-dire que nous, on va mettre à disposition des coordonnées de sociétés de production avec qui on travaille déjà. On va relayer des offres. Par exemple, il y a les bureaux des tournages ou les sociétés de production ou des gens avec qui on travaille depuis longtemps qui peuvent nous contacter en nous disant « Ah, Marianne, je cherche un stagiaire en régie de telle date à telle date. Est-ce que tu peux m'envoyer des candidatures ?» Donc là, c'est des choses qu'on relaye. Mais comme la suite de l'insertion professionnelle dans ces secteurs est quand même basée sur les démarches qu'on entreprend personnellement, nous, on accompagne, mais on ne fait pas à la place d'eux. Parce que sinon, on les prépare mal à la sortie. Ben oui. Donc, après la sortie, on a du suivi post-formation, mais apprendre à faire ces démarches de recherche d'emploi et de stage, ça commence dès la formation, mais c'est vraiment des démarches qui doivent être complètement prises en charge par les personnes qui suivent la formation. On accompagne, mais on ne fait pas à la place d'eux, pour être tout à fait transparente sur la manière dont ça va fonctionner. Et des questions? Je l'ai perdu en route. Je parle trop. Vous me ferez signe et je vous passerai le... Si elle vous revient, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour répondre à la première des questions, si ça vous fait revenir la deuxième, on accompagne bien évidemment avec des possibilités de contact avec des entreprises. J'ai une autre main qui se lève. Donc, par exemple, le parcours de monteuse audiovisuelle. Oui. Après, c'est qualifiant. Donc, on a un diplôme à la sortie du 7 mai 2026, là. Oui. Ma question, elle est, est-ce que vous pouvez m'expliquer, en gros, il y a sûrement plus de besoins dans une certaine tranche de métier que d'autres. Par exemple, celle-là, est-ce qu'il y a vraiment des gros besoins à la sortie du... Alors, de tous les métiers autour du montage et de la post-production, mais c'est valable aussi pour tous les autres, il y a aussi des questions de mobilité. C'est-à-dire que si vous me parlez du pur bassin néo-aquitain, je vais vous dire que ça va peut-être pas évident de trouver tout de suite des contrats. Voilà. Si on est prêt à bouger, notamment en région parisienne, par exemple, il y a plus d'opportunités. Je vais en profiter pour faire un aparté sur, en gros, comment dire, quel est notre statut et notre mode de vie quand on décide d'aller dans ces métiers-là. La majorité des contrats sont des contrats d'intermittents du spectacle, puisque on travaille en mode projet, puisque évidemment on passe d'un projet à l'autre.
c'est juste du bon sens. Hein. Un film, quand il est écrit, tourné, monté, il est terminé. Ça veut dire que les équipes sont créées par film. Et si, une fois que le film est terminé, que la boîte de production, elle n'a pas un autre film derrière, les contrats s'arrêtent avec l'achèvement du film. C'est du bon sens. D'où la notion de contrat qui vont être régulièrement entre, quelques jours à quelques mois, et on recommence à chaque film pour retrouver du travail et retravailler et ainsi de suite de la durée en fonction de la nature du projet. Donc, quels que soient les métiers, on va être sur ce fonctionnement-là. On signe pas de CDI dans le cinéma, ça n'existe quasiment pas. Peut-être à part en production et en distribution, puisque ce sont des métiers qui sont, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, plus administratifs, et c'est souvent des structures qui gardent à l'année leurs salariés. Hormis ces métiers-là, on fonctionne au projet. On me fait remarquer, et la télévision? La télévision peut fonctionner avec des équipes plus permanentes, mais alors c'est un mot que je devrais pas trop dire parce que là on est dans la cuisine, mais on appelle ça souvent les permittents. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des intermittents qui viennent pratiquement tout le temps. Voilà. Mais le contrat, c'est souvent des intermittents. Donc ce qui veut dire que la recherche de boulot, elle est au moins le temps qu'on se fasse de son réseau très très régulière. C'est-à-dire que même nous, on leur apprend aussi quand ils sont là, même quand ils commencent à rechercher un stage, qu'ils en ont trouvé un, on leur dit tu continues à chercher pour après. Et souvent, lors des premiers contrats, même quand on est en contrat, on commence déjà à faire des recherches pour celui d'après. Donc c'est un mode de vie et de façon de travailler qui est assez particulier. C'est une gymnastique, hein, c'est comme toute gymnastique. Au début, on a des courbatures parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis au fur et à mesure, on court de plus en plus longtemps et on s'en rend pas compte. Ben, c'est la même chose. Ça peut paraître, on peut dire oh là là, mais c'est précaire, patati patata, ça l'est pas plus. Si on met en route tout ce qu'il faut pour que ça marche, c'est pas plus précaire que d'autres boulots. Par contre, ça nécessite d'avoir une gym très régulière de recherche d'emploi. Oui, il faut savoir suivre le mouvement, aller chercher c'est ça. Les choses qui se mettent en place. Il ne faut pas rester les deux pieds dans le sabot. Voilà. Comme je le dis assez régulièrement aux apprenants, personne ne va venir vous chercher au début. Ah ben non, il faut être connu. Voilà. Et donc, ce pied à l'étrier, c'est pour ça aussi que, par exemple, quand on suit le parcours d'assistant caméra cinéma, on peut très bien prétendre à des premiers contrats en lumière ou en machinerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est des métiers où il n'y a pas forcément de qualification directe. Par contre, nous, dans le parcours d'assistant caméra, on est aussi formé à la lumière et on est aussi formé à la machinerie puisque c'est cette grande équipe de l'image. Donc, par exemple, il peut arriver que quelqu'un qui a passé la certif et qui a obtenu la certif en assistant caméra décroche des premiers contrats en lumière ou en machinerie. Et puis, petit à petit, un contrat en appelant un autre, il y a parfois, par exemple, quelqu'un de l'équipe caméra où il y a un assistant cam, je sais pas moi, qui a déjà un autre engagement, puis il connaît cet électricien qui sait et a aussi des compétences en caméra, qui lui dit moi je peux pas, est-ce que toi tu peux? Et ça marche comme ça. Et on progresse dans la carrière au fur et à mesure comme ça. Une autre question? Oui. Oui, ça concerne les 3 grandes formations. Il n'y a que ces 3-là, pourquoi? Parce que ce sont les métiers principaux que nous, on a identifiés comme étant pourvoyeurs d'emploi. Et comme je vous l'indiquais précédemment, vous pouvez avoir suivi le parcours de monteur audiovisuel et chercher des contrats en motion design, par exemple. Rien ne vous en empêche. Ok. Voilà. J'ai une question subsidiaire. Est-ce que là, on a les 3 parcours financés région plus celui financé par l'Europe? Est-ce que le centre Cinémagie, vous avez d'autres formations Non, c'est vraiment l'essentiel puisque nous, on a plutôt choisi de pas s'éparpiller. Ok, ma question s'arrête là du coup. Ouais, voilà.
Donc, mais avec ces parcours-là, on peut faire déjà beaucoup de choses. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, comme il y a des métiers qui sont connexes, par exemple, quand on a fait assistant réalisateur cinéma, on peut sans problème aller chercher des contrats en régie pour démarrer. Ouais. On a aussi pas mal, on a plusieurs cas de jeunes qui avaient fait, de jeunes ou moins jeunes, qui avaient fait le parcours assistant réalisateur et qui ont décroché des premiers contrats en déco à la sortie. Ah, super. Et qui ont fait un parcours en déco. J'ai une autre question. Moi, je suis toujours sur la première formation là de visuel. Donc, vous disiez que c'était un métier où justement ceux qui réalisaient les prises, en fin de compte, qui sont derrière leur écran, c'est un peu les seuls qui bougent pas. Donc, c'est un peu contradictoire. Par exemple, aller sur un projet à Paris, à Marseille. Oui, je parlais de se déplacer pour aller travailler. C'est-à-dire que pour les monteurs, il y a plus d'offres d'emploi à Paris. Ça ne veut pas dire que une fois qu'on est à Paris, on va tous les jours au même endroit. C'est dans ce sens-là que je disais. Voilà. De Charente-Maritime, par exemple, on ne pourrait pas avoir un contrat de monteur et on est chez soi. C'est pas possible. Alors, le télétravail, ça existe. Le problème, c'est que ça existe quand vous avez déjà créé un peu de réseau et que les gens vous font confiance pour vous donner du travail à distance. Du matos, hein? Ah oui, non, mais je pose des questions. Ouais, mais vous avez raison. Après, il y a quelques exceptions qui sont, par exemple, vous avez des boîtes d'édition sur des boîtes de post-production sur le web qui font beaucoup de ce qu'on appelle de flux. Donc, ça va être des pastilles diverses et variées pour abreuver Internet. Ça, vous allez pouvoir trouver des petits contrats temporaires où on va accepter que vous télétravaillez même si on vous connaît pas. Voilà. Mais c'est quand même pas la majorité. L'idée, c'est quand même de démarrer par des contrats dans des boîtes de production in situ, quoi. Il peut y avoir des offres de ce type-là qui s'apparentent plus à de la com qu'à de l'audiovisuel. Par exemple, qui avons une chaîne YouTube et qui parlent des métiers et qui allons filmer les employeurs sur le territoire. On a eu un jeune qui sortait de la formation monteur et un apprenti par la suite, ici, en contrat, au départ. Tout à fait, oui. Donc, ce genre de truc, du coup, on est hors du cinéma, mais c'est une autre modalité de contrat, mais parce que c'est... ou quelque chose comme ça. Non, c'était un CDD dans un premier temps et un contrat d'apprentissage pour le plaisir. En mission locale, c'est possible. En tout cas, chez nous, parce qu'il se trouve qu'on avait une chaîne YouTube et que ça nécessitait de produire de la vidéo pour les réseaux sociaux. Donc, du coup, on a utilisé ça. Donc, ça peut trouver ailleurs, je présume, mais c'est hors du monde cinéma. Ouais, mais il y a alors, sur la post-production en particulier, il y a un site qui s'appelle profilculture.com. Tu veux bien essayer de mettre le lien, Émilien, s'il te plaît? Et profilculture.com, pour le coup, il peut y avoir des annonces de ce type. Vous vous inscrivez et ça arrive qu'il y ait des annonces de boîtes qui cherchent des monteurs pour faire du flux. Et vous avez une autre, là c'est une liste de diffusion sur laquelle vous vous inscrivez qui s'appelle cinéaste.org. Et là aussi, vous allez avoir parfois des offres d'emploi, de stages et de choses comme ça. Voilà. Okay. Après, il faut être honnête, effectivement, les deux, pour le coup, pour reprendre l'exemple des deux monteurs qui étaient là, je dis petits, c'est pas les deux monteurs qui étaient là juste avant, ont chacun après leur propre micro-entreprise pour pouvoir après réaliser des choses et sont sur certains sites où on peut proposer ses services en tant que monteur. Et après, on revient sur le même principe que ce que disait Marianne tout à l'heure, de petits contrats à la mission et c'est. Alors, il est pas rare aussi de combiner un statut d'auto-entrepreneur et des contrats d'intermittent. Ça se pratique aussi beaucoup. Voilà. Pareil, on peut très bien faire ce métier-là et en parallèle avoir un autre métier à côté pour compléter. Oui, ou alors, là, on est vraiment sur des questions aussi juridiques et administratives. Vous pouvez avoir un statut d'auto-entrepreneur qui vous permet, par exemple, je vais dire un exemple que nous, on voit assez souvent, vous êtes un petit peu équipé d'un ordi,
il n'y a même pas besoin d'avoir une grosse caméra, mais vous avez un boîtier type réflexe qui fait de la vidéo propre. Vous pouvez très bien, par exemple, sous une prestation d'auto-entreprise, faire un film pour un mariage, un baptême ou autre. Ça arrive aussi qu'on ait ce type de structure. Ou vous vendez vos services, par exemple, à un service com d'une mairie, et là, on va être plus sur de l'institutionnel ou de ce qu'on appelle du travail de vidéaste. D'accord. Mais en suivant, je dirais qui peut le plus, peut le plus. C'est-à-dire qu'en suivant des formations précises dont le secteur est plutôt le cinéma, ça vous permet quand même d'acquérir les compétences techniques et artistiques qui vous permettent de le faire dans plein d'autres domaines. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que sur la post-prod, il faut avoir en tête de diversifier. Surtout si on n'a pas trop envie ou la possibilité d'être mobile géographiquement. Voilà, faut avoir en tête de mixer un peu plusieurs activités. D'accord. Et sur le métier de monteuse, là, c'est sur le premier visuel. Donc, on est formé à tous ces métiers-là que je voyais, il y en a quand même pas mal. Non, vous êtes formé au métier de monteur et ensuite, on va vous donner des notions d'étalonnage, des notions de mixage, des notions de motion design, mais le cœur du métier, c'est monteur. Donc, d'accord. Voilà. Donc, on aura le diplôme de monteur, ok. Oui. Et ma dernière question, parce qu'il faut laisser la place aussi aux autres, c'est quoi le salaire minimum par mois qu'on peut espérer? Même si c'est des contrats, moi, je voudrais savoir quand même le salaire. Ils veulent tous faire des formations. Des cachets. Oui, bien sûr. Alors, c'est des contrats donc d'intermittence. On est raisonnablement au départ. Souvent, on exerce d'abord les fonctions d'assistant monteur. On peut être à 1 800, 2 000 euros par mois à peu près. D'accord. Pour avoir compris. Brut ou net? Ça va dépendre des structures. C'est une fourchette un peu large. Ça va dépendre d'où vous vous trouvez. Ça va dépendre de votre profil. Si vous êtes moins payé en région qu'en région parisienne, c'est une fourchette un peu large là. Ouais. Là aussi, c'est pour un peu se rendre compte de l'investissement d'une formation comme ça. Il faut aussi pouvoir en vivre par la suite. Effectivement, effectivement, le salaire, c'est quand même au-delà de la passion, c'est quand même le point principal d'une formation. Voilà. Oui. Une confluence ce sera pas la même rémunération. Ah bah oui, c'est sûr. C'est souvent quelque chose de très aléatoire. Et c'est bien de savoir que c'est 1800. Voilà, c'est pas non plus. Voilà. Ça peut être le SMIC. 1800 brut, c'est le SMIC en l'occurrence. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question brut. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai envie de vous dire que ça dépend si vous avez, ça va dépendre de votre profil. Les gens qui sont en reconversion, la question se pose pas tout à fait de la même que quelqu'un qui a 20 ans et qui n'avait pas forcément de qualification avant ou qui avait pas eu de vie avant. Hein. Là, après, c'est des fourchettes que je vous donne qui sont indicatives. Hein. Mais d'autant plus que c'est vraiment d'un métier de métier qui s'articule en ruche, quoi. Enfin, ce sont des choses qui s'agrègent entre elles. C'est pas aussi linéaire que sur n'importe quel métier. Oui. On est quand même sur des. Et on peut faire plein de trucs en même temps différentes, surtout. Ouais. C'est ça la chose, c'est pas aussi linéaire qu'un CDI dans une entreprise où on va faire tel métier sur une ligne. Ça marche pas comme ça. Non. Après, il y a des grilles de salaire, hein, puisque la production audiovisuelle et cinématographique a évidemment sa propre convention collective, donc il existe des grilles de salaire. Et comme encore une fois, comme on est sur de manière écrasante des contrats d'intermittence du spectacle, on va dire que grosso modo, les salaires sont un peu plus élevés que sur les autres types de contrats de régime général, par exemple, puisque justement est pris en compte le côté intermittent. Donc souvent, on est quand même sur des niveaux de salaire qui sont plus élevés que sur des contrats de régime général. Et on a surtout, quand on est sur des contrats d'intermittence,
et qu'on fait, mais là je vais pas rentrer dans le détail du statut des intermittents, sauf si ça vous intéresse, mais pour avoir le statut d'intermittent du spectacle, il faut avoir travaillé 560 et quelques heures en une année. 507. Et plus 507, c'est un peu plus maintenant. Ah bon? Ouais. Il me semble que c'est 560 ou quelque chose. Non, quel temps d'en fou. Ah, on est filmé. Bon, écoutez, après, on a la chance de l'avoir encore, ce statut. Donc, tant que ça va durer, il faut le préserver et être content de ses conditions. Et donc, oui, l'idée, c'est sur 12 mois de contrat qui sont régis par le régime de l'intermittence, si vous engrangez ces 500 et quelques heures, cela vous ouvre droit à des indemnisations qui ne sont pas qui ne fonctionnent pas comme celles du régime général. C'est-à-dire que vous pouvez travailler, arrêter de travailler, percevoir les indemnités, retravailler, repercevoir les indemnités. D'où la notion d'intermittence, qui est donc ce statut très à part de l'intermittence du spectacle. Est-ce que c'est sûr, pardon? Non, vas-y. 10 mois ou 12 mois, c'est 560? Ça dépend, en fait, c'est la personne qui me parle qui a été figurante, c'est ça? Non, c'est moi. C'est vous? Parce qu'en fait, selon que vous êtes technicien ou artiste, les conditions sont pas tout à fait les mêmes. Donc, dans les artistes, on a les réalisateurs, les scénaristes et les comédiens. Tout le reste, ce sont ce qu'on appelle les techniciens. Mais là, vraiment le meilleur pourvoyeur d'informations, c'est votre conseiller France Travail. Parce que je peux à tout moment vous dire des bêtises parce que ça va aussi dépendre de vos situations individuelles. J'essaierai de trouver de la doc à jour et suffisamment dense pour la mettre en description. Ouais, sur les intermittents, oui. Sachant que ça bouge beaucoup, et je le redis, d'une situation à l'autre, les choses vont être différentes. Je fouillerai, j'essaierai de trouver ça et regarder en description de cette vidéo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions où je vous parle du coup du recrutement pour cette formation-là? Ce serait bien que vous parliez du recrutement, en effet. Les conditions et le recrutement. Comment est-ce que ça se passe? Alors, le recrutement, la toute première des étapes, vous faire prescrire par un conseiller France Travail ou un conseiller mission locale ou un conseiller Cap Emploi si vous êtes en situation de handicap. C'est la toute première étape. Puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on est dans le cadre d'un marché public, donc nous, on n'a pas le droit de prendre en direct vos candidatures. Ouais. Première étape, prescription par un conseiller France Travail, conseiller mission locale ou conseiller Cap Emploi. Votre prescription, elle va nous apparaître sur une plateforme. Je vous passe tous les acronymes divers et variés. Elle arrive sur une plateforme. On voit votre prescription et on vous envoie ensuite. Tu veux bien zoomer dans la plaquette, s'il te plaît, sur étape du recrutement. Donc ensuite, on vous envoie le dossier de candidature à remplir en ligne. Donc on est très peu sur le niveau scolaire. C'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, motivation, parcours et profil, votre projet professionnel, si vous avez déjà eu des expériences antérieures, un petit questionnaire de culture cinématographique. On reçoit vous remplissez ce formulaire et à la fin de ce formulaire, vous avez un petit lien pour vous inscrire à un créneau d'entretien avec la direction. Une fois que tout ça est fait, on vous donne une réponse qui interviendra là, je pense, autour de fin septembre, puisque c'est la partie de droite de l'écran. La formation va donc commencer début octobre. Vous avez jusqu'au 3 octobre pour candidater et nous, on va donner des premières indications. Soit vous êtes reçu et votre place est réservée, soit vous êtes en liste d'attente puisqu'on a encore d'autres candidatures à étudier, ou soit si pour vous ou pour nous ça colle pas, votre candidature peut ne pas être retenue. Voilà. Sont de quels critères, s'il vous plaît?
C'est dans le dossier de candidature qu'on vous a indiqué et suite à l'entretien. Donc, il y a vraiment les questions de motivation. Si tu veux bien remonter la page d'avant, il y a quelque chose sur les prérequis. Ah oui. Et voilà. Hop, c'est en haut à droite normalement. Hop, voilà. Donc, un niveau de connaissance qui s'apparente à un niveau bac. Évidemment, un intérêt majeur pour le cinéma et l'audiovisuel. Des capacités techniques informatiques souhaitées, surtout pour le montage, mais ça va être vrai quand même aussi pour les assistants réalisateurs qui vont avoir besoin notamment de pouvoir apprendre à se servir de logiciels. Il y a des logiciels dédiés à la mise en scène pour justement travailler les feuilles de service, le plan de travail, tout ce qu'on a vu. L'assistant réalisateur, il va aussi beaucoup se servir de logiciels comme Excel. Donc, et l'assistant caméra, il va quand même avoir aussi besoin de notions informatiques puisque, notamment sur le réglage des couleurs et autres, on peut avoir besoin de l'informatique. Des capacités rédactionnelles et maîtrise du français, un minimum puisque dans les épreuves du titre RNCP, quel que soit, à part monteur audiovisuel où il n'y a pas du tout d'écrit, il y a des mises en situation professionnelles avec un exercice de montage. Sur assistant caméra et assistant réalisateur, il y a une partie des épreuves qui nécessitent d'écrire. Pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des troubles 10, on accepte bien évidemment que les épreuves se passent avec soit un accompagnement. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des apprenants malentendants. Il y avait un preneur de notes et pour des troubles 10, on autorise bien évidemment les ordinateurs. Alors, trouble 10, c'est dyslexique, c'est ça? Non. Oui, alors on a parfois dyslexique, dysprasique, dyscalculique. On peut avoir toute forme de 10. Voilà, et il y a des adaptations possibles, bien évidemment, en fonction de. Moi, je suis référent handicap aussi pour la structure, donc individuellement, évidemment, on aménage. À part vraiment des choses qui seraient rédhibitoires à suivre la formation, mais ça c'est évoqué pendant l'entretien. Une fois qu'on voit que tout est compatible, on peut envisager des aménagements, bien entendu. Ok, merci. Donc dans les prérequis, il y a aussi quand même la cohérence du projet professionnel, c'est-à-dire que est-ce que par rapport à où on en est dans sa vie personnelle, est-ce que c'est compatible? Est-ce que le mode de vie que je vous ai évoqué, est-ce que oui, ok, on est prêt à vivre de manière un peu différente. Effectivement, on va pas signer de CDI, donc voilà, tout ça c'est le projet professionnel. On l'a mis comme étant un plus parce que c'est une réalité dans l'employabilité. Avoir son permis de conduire et être véhiculé, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir tout ça quand on démarre, mais c'est bien d'imaginer que pendant le cours de la formation ou juste après, on se rend mobile. Voilà, parce que c'est vraiment hyper important. Vous rendre sur un plateau de tournage de manière indépendante est indispensable. Voilà, donc dans les prérequis, pas grand-chose en lien avec le niveau scolaire parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Mais par contre, voilà, être passionné de cinéma ou d'audiovisuel, avoir un peu déjà quelques notions. Et évidemment, les candidatures, elles sont étudiées au regard de l'ensemble des candidatures qu'on a. Vous avez dit qu'il fallait une prescription absolument par un prescripteur. Il y a la possibilité, il n'y a pas d'autoprescription sur ces Oui, il y a l'autoprescription qui est possible. Moi, je la conseille pas trop. Je vais vous dire pourquoi, parce que, et en plus, Julien, j'espère qu'il va me dire pareil. Le travail qui est fait d'accompagnement, notamment en mission locale, sur le projet professionnel, il est hyper important. Quand vous vous autoprescrivez un peu comme ça, genre j'ai vu de la lumière, je me suis arrêtée, il y a tout ce travail préalable qui n'a pas été fait. Donc nous voilà, sur des gens qui se reconvertissent, qui sont persuadés qui ont déjà un projet très précis et autres, perdez pas de temps et effectivement passez par l'autoprescription. Mais pour les gens qui cherchent encore un peu, moi je trouve que le travail avec les conseillers, il est important.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre prescripteur ou à défaut de l'ERIP le plus proche de votre lieu de domicile. Il y aura forcément quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner, pour réfléchir de la bonne façon au truc, ce qui ira beaucoup plus vite après pour remplir le dossier de fait, parce que plus on est préparé, plus on sait les arguments qui font mouche. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je repartage juste mon dernier écran. Je sais pas si vous le voyez ou pas, du coup. Bon. J'ai remis un petit truc. Voilà, si pour toute information, on propose aussi d'organiser des entretiens individuels d'orientation. Alors pas forcément pour le programme régional de formation, où là, comme il y a cette prescription et autres, il y a déjà des entretiens de prévus. L'entretien, une fois qu'on a reçu votre candidature. Mais voilà, pour les personnes qui cherchent, qui se cherchent encore beaucoup. On peut aussi proposer des entretiens individuels d'orientation. On propose de visiter l'école les mercredis après-midi sur rendez-vous, hein, donc on s'appelle un peu avant. Et donc j'ai remis les coordonnées de l'école. Super. Voilà. Pour ce qui est alors le programme régional de formation, il est encore ouvert pour cette année. Le programme découverte l'est encore aussi. Le recrutement n'est pas terminé. C'est des formations qui, sauf nouvelles directives européennes ou régionales, seront reconduites l'année prochaine. Pour information, la région, par exemple, nous a passé commande cette année. Le programme régional de formation, il est 20% plus petit que celui de l'année dernière. L'argent magique n'existant plus chez personne, les réductions budgétaires, elles vont arriver partout. Donc, pour l'instant, on a toujours ces commandes de la région et de l'Europe. Normalement, des engagements ont été pris, y compris sur l'année prochaine. Voilà, je me permets quand même d'insister sur un contexte un peu global où on a moins de visibilité qu'à un certain moment, quoi. Mais elles ont encore lieu. Là, le recrutement pour Parcours Découverte et pour le PRF, il est encore ouvert. Mais pour les personnes qui sont intéressées, ne tardez pas trop. Peut-être, Émilien, si tu peux juste remettre dans le clavardage les modalités. Donc, sur Parcours Découverte, CV, lettre de motivation à recrutement@cinemagis.fr. Et pour le PRF, donc, vous rapprocher de vos prescripteurs, vous faire prescrire. Et si vous voulez quand même avoir un échange, vous nous faites un petit mail sur info@cinemagis.fr si vous avez besoin d'autres informations. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'on est bon par rapport à ça? Voilà, France. J'ai juste une question complémentaire qu'on pourrait éventuellement nous poser. J'imagine votre réponse, mais je tente quand même. Nous sommes à Saintes, vous êtes à Bordeaux. Vous dites un des prérequis est pouvoir se déplacer à Bordeaux. Est-ce que vous avez contact avec des endroits où se loger à proximité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des partenariats qui sont tissés pour ceux qui sont pas... On n'a pas de partenariat à proprement parler. Par contre, on a déménagé. Donc là, on est au 109 rue Achard. Donc on s'est rapproché du centre de Bordeaux. On a toute la capacité de logement étudiant et ça s'adresse aussi aux personnes qui sont plus âgées, c'est-à-dire qu'en reconversion ou plus jeunes, vous avez le statut de stagiaire de la formation professionnelle et vous avez quand même des résidences étudiantes type comment il s'appelle, You First ou autre. Il y en a pas mal à Bassin à Flot qui proposent quand même des niveaux de loyer assez corrects, ouvrant droit à l'APL et qui pour certains ne sont pas pleins. Voilà. Et on relaie aussi, on est sur un groupe de colocation dans Bordeaux, donc on relaie aussi les offres de colocation qu'on voit passer. Mais nous, à proprement parler, on n'a pas de logement dédié Cinémagis, quoi. Voilà. Ok. Le recrutement, les conditions, le financement, le logement, les métiers dans le détail. Je pense qu'on a abordé à peu près tout ce qu'il y avait à aborder. Peut-être un dernier point sur la rémunération des stagiaires.
Oui. Donc, par contre, 15 minutes max. Dans 15 minutes, la vidéo coupe. Non, mais ça va prendre 1 minute, je pense. Donc, le parcours découverte, ce qui est financé, c'est le coût pédagogique. Donc, ça ne coûte rien aux stagiaires de venir se former. OK ? Par contre, il n'y a pas de rémunération de la région. Le programme régional de formation, c'est-à-dire assistant réalisateur cinéma, assistant caméra cinéma ou monteur audiovisuel, le coût pédagogique est pris en charge par la région, donc ça ne coûte pas aux stagiaires de venir se former et en plus, ça ouvre droit à une rémunération qui s'appelle le revenu social de formation. Donc soit ça prend le relais de la RE, soit ça le remplace si vous ne touchez plus d'ARE, mais ça ouvre droit donc à une rémunération. Cette rémunération, c'est pas un salaire en tant que tel. On est entre 350 et 650 euros selon son âge et son expérience antérieure. Ça permet de faire face au coût de logement et autres. Voilà. Ça, la fiche sera sous la vidéo pour rappeler ce truc-là. Ouais. On a une fiche synthétique qu'on est en train de faire. Évidemment, ça sera toujours sous couvert de vérifier sa situation personnelle avec son prescripteur. Hein. Ça va être vraiment des grandes infos qui seront de toute façon à revérifier individuellement. Parfait. J'espère ne pas vous avoir assommé. J'espère que vous avez appris des trucs. Oui. J'espère qu'on se verra peut-être une fois en vrai. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs et les gens ici ont l'air d'être contents. Donc merci beaucoup de votre intervention. Oui. Okay. Merci. Juste une question vraiment technique. Quels sont les logiciels dont vous servez? Je suppose c'est la première, DaVinci, Final Cut. Alors, en montage? Montage, oui. Oui, alors effectivement, DaVinci quasiment en premier puisqu'il est en train de damer le pion à tous les autres. Ah oui. D'accord. Première, Final Cut quasiment plus parce que professionnellement, il est très peu utilisé. Et on forme aussi les monteurs au logiciel Avid, Media Composer, qui est le logiciel le plus utilisé en montage de fiction. Et après, ça va être des logiciels connexes comme After Effects, comme Photoshop et autres pour modifier les images ou faire des habillages et des génériques. D'accord. Vous avez dit Avid. Avid Media Composer. Dans la fiche qui présente les parcours, il y a le détail des logiciels qui vont être utilisés. Oui. Voilà. Et Avid Media Composer c'est le plus méchant des logiciels de montage parce qu'il est pas sympa du tout, il est pas convivial, il est pas intuitif, mais c'est celui qui est infaillible en termes de méthodologie et surtout de digestion de plusieurs centaines d'heures de rush, ce qui est le cas d'un film de cinéma d'1h30, il y a beaucoup de rush. Voilà. Donc il est pas gentil, mais c'est le mieux. D'accord. D'accord. Ok. Et c'est surtout celui qui est le plus utilisé professionnellement. D'accord. Ah bon, DaVinci n'a pas réussi à le... ça va venir. Mais on n'y est pas encore. D'accord. Merci. Merci à vous. Avec plaisir.